Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert, donc le premier épisode de 2021. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Clément Desbosques, fondateur de Ma Petite Planète, un jeu qui propose des défis écologiques. Clément, comment ça va ? Ça va très bien, et toi Christophe ? Moi ça va très bien, la nouvelle année qui commence. 2020 a déjà été très bien personnellement, j'espère que 2021 sera aussi. Les gens ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter un peu d'où tu viens, ce que tu as fait ? Avec plaisir, merci pour l'invitation, c'est toujours chouette de parler de Ma Petite Planète et un petit peu de mon parcours, ce qui fait que j'en suis arrivé là. Donc Clément, 27 ans, je suis originaire de Lille. Voilà, j'ai fait mes études supérieures à Paris dans une école de commerce et j'ai terminé avec une majeure en entrepreneuriat parce que j'ai vite réalisé que c'était ça qui m'intéressait, l'innovation, l'aspect création de projets, d'entreprises. Mon parcours a pris un virage, je dirais, un petit peu social, où j'ai envie finalement de contribuer, dans la mesure du possible, à la construction d'un monde qui me paraît plus souhaitable. Lors de mes stages de césure, je suis parti dans une ONG aux Philippines pendant 7 mois. Oui. Pour faire quoi là-bas ? J'étais bras droit d'une entrepreneur sociale sur place. Okay. Et très marrant, je me suis retrouvé à lancer avec elle une marque de produits laitiers à base de lait de Carabao, qui sont les buffles d'eau aux Philippines. Donc on a développé une gamme de beurre, yaourt, fromage pour créer des ponts entre le marché premium à Manille et les éleveurs laitiers philippins. Voilà. Okay. Et donc j'ai beaucoup aimé cette expérience qui était très terrain et à apprendre aussi à co-construire avec des gens qui ont un background et une vision du monde totalement différente. Et en rentrant, j'ai eu des expériences chez Ashoka, qui est le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, en sélection et accompagnement des projets. Puis après, j'ai une expérience professionnelle dans une start-up qui a bien décollé sur le marché de l'intérim. Et je sentais finalement que c'était la planète. J'étais attiré par le fait de préserver et de sensibiliser les gens à la préservation de la planète. Et je suis passé progressivement à temps plein, d'abord en 4/5e, puis à temps plein, en février 2020, sur ce beau projet qui est Ma Petite Planète. J'ai vu aussi que tu avais un autre projet avant, La Fourmilière. Tu peux expliquer peut-être très rapidement ce que c'était ? Ouais, c'est même une bonne idée d'en parler, puisque les deux projets... Il y a des vraies correspondances à mon sens entre les deux. La Fourmilière, c'est une communauté autour de l'engagement citoyen et du bénévolat. La mission de la Fourmilière, c'est de rendre le bénévolat aussi sympa et accessible qu'un verre entre amis. Et lors de cette aventure on est 6 à la base cofondateurs de la Fourmilière, et je me suis rendu compte dans cette expérience qu'il y avait un vrai truc pour faciliter le passage à l'action, et du coup j'ai eu envie d'appliquer un petit peu les codes de la Fourmilière sur l'environnement, c'est-à-dire faciliter et donner envie aux gens de s'engager pour la planète. Voilà. Là c'est vrai qu'on a un point commun entre Café Vert et MPP, donc avec une manière différente, mais avec cette envie de pousser les gens, en tout cas pas pousser les gens, mais leur proposer des idées pour s'engager dans l'environnement. Mais du coup, on va se lancer directement dans ton projet, donc Ma Petite Planète. En quoi ça consiste ? Donc, Ma Petite Planète, MPP pour les intimes, comme on aime le dire, c'est une compétition de défis écologiques à réaliser avec son entourage, ses amis, sa famille, ses collègues en entreprise. Il y a aussi une version du jeu qui est disponible pour les profs qui lancent des ligues avec leurs élèves. La mission de Ma Petite Planète, et c'est ce qui fait l'objet de notre association, c'est la sensibilisation et le passage à l'action du plus grand nombre de personnes pour la protection de la planète. On espère des centaines de milliers et des millions un jour. Et donc concrètement, c'est une compétition qui dure 3 semaines où les gens vont se challenger autour de défis écologiques que nous on a préétablis, et donc tout le monde va démarrer finalement la compétition en même temps et se challenger sur les mêmes défis,
ce qui fait qu'on doit être, si je ne m'abuse, la plus grande compétition nationale de défis écologiques. Et c'est ça qui est sympa, c'est que les gens peuvent se comparer le score de leur ligue ensemble avec leur entourage, et aussi à titre personnel, savoir un petit peu où ils se situent au sein de la compétition. Et comment vous avez choisi d'ailleurs ces défis écologiques? Est-ce que c'est des défis que vous avez discuté entre vous pour choisir ces défis? Vous êtes inspiré peut-être d'études qui disaient qu'est-ce qui fonctionnait pour l'écologie? Écoute, au tout début, Ma Petite Planète, c'est hyper itératif. Moi, je suis parti du constat qui était... C'est difficile de sensibiliser son entourage à l'écologie. Et donc, de manière hyper itérative, j'ai lancé une sorte de grand jeu de l'été autour de l'écologie en août 2019, avec mes potes de lycée. Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un vrai truc, parce que c'est la dynamique, je dirais, collective, le fait d'être ensemble et que chacun devait apporter les preuves de ses défis dans une conversation de ligue qui crée l'émulation. Et donc, en août 2019, j'ai choisi, je dirais, une première liste de défis, mais qui me semblait un peu de bon sens. Et en fait, d'édition en édition, donc le 25 janvier, on lancera la prochaine édition Ma Petite Planète, ce sera la 9e édition du jeu. Mais en fait, d'édition en édition, on améliore le jeu et surtout on demande des idées, des recommandations de défis à notre communauté, à nos MPP players. Ça, finalement, tu crées une sorte d'engouement qui fait que les utilisateurs deviennent des contributeurs exactement. À Ma Petite Planète. Ouais, l'idée c'est de prendre toute l'énergie des parties prenantes possibles, les MPP players, les MPP ambassadeurs, ça je vais peut-être expliquer, les partenaires, pour faire en sorte de créer la meilleure expérience de jeu possible, la plus motivante et celle qui permet aussi aux gens de monter le plus facilement en compétence sur le sujet. Pour revenir un tout petit peu au jeu, le jeu il est basé finalement sur, nous en tout cas, l'acquisition, le recrutement de MPP ambassadeurs, qui sont les personnes qui vont ouvrir une ligue et inviter leur entourage. En moyenne, donc une ligue c'est de 6 à 24 MPP players, en moyenne un ambassadeur il invite 12-13 personnes de son entourage. Et c'est pour ça qu'on arrive à grandir rapidement. Nous, on ne doit pas trouver des joueurs, on doit simplement trouver les ambassadeurs, les gens qui veulent faire bouger leur entourage. Et à mon sens, l'effet boule de neige vient de cette mécanique d'acquisition. Ok, ça marche. Donc, par exemple, je suis une personne qui découvre MPP, j'ai envie de lancer ma ligue avec mes potes. Qu'est-ce que je fais? Je te contacte directement? Est-ce qu'il y a un formulaire? Ouais. En fait, très simplement, les gens peuvent se rendre sur nos réseaux sociaux et plus simplement sur mapetiteplanète.org, le site internet. Et le premier truc sur lequel les gens tombent, c'est le formulaire d'inscription à la prochaine édition. Et là, ils s'inscrivent, ils déclarent, moi je pense jouer avec mes potes, je pense jouer avec ma famille, ils nous donnent quelques infos, leur mail. Et ensuite, on les invite à une session de formation pour être ambassadeur. On leur explique le déroulé du jeu, les tips pour animer leur ligue, pour bien coordonner le tout. Et ensuite, ils se lancent. Et pour l'édition de janvier, on a le plaisir de lancer une application mobile qui sera, j'espère, un vrai bond en avant par rapport au Google Sheet. En fait, on a vraiment démarré le jeu hyper simplement avec un Google Sheet, une sorte de tableur où les gens déclaraient les défis qu'ils venaient de valider, et puis les calculs se faisaient automatiquement. Et voilà. Et pour améliorer l'expérience utilisateur, grâce à une développeuse en interne et à pas mal de bénévoles, on a développé une belle application mobile. Donc, qui est déjà disponible ou pas? Ouais. Sur l'App Store, sur Android? Elle est disponible sur App Store et Android à partir du 15 janvier, 10 jours avant le lancement de la prochaine édition. Et là, pour l'instant, quelles sont les personnes qui utilisent MPP? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des enfants peut-être qui peuvent utiliser? Ouais. En fait, c'est un jeu qui a vraiment vocation à être grand public. Et donc nous, on a eu des gens, alors le plus jeune qui a joué à MPP, c'est une classe de grande section. Ah oui. Il y a une prof qui a fait jouer ces grandes sections à Ma Petite Planète. Alors donc ça, c'est vraiment l'édition enfant, scolaire, donc avec des défis tout mignons, type terminer son assiette le midi, type faire un herbier, coller des feuilles trouvées dans la nature, les coller, marquer des choses assez simples qui parlent aux jeunes, faire un câlin, un arbre, ce genre de choses. Et après, je sais que dans certaines familles qui ont joué à Ma Petite Planète, il y avait aussi les oncles, les tantes, les grands-parents parfois qui étaient ramenés dans les ligues. Après, vraiment, je dirais que entre guillemets, notre cœur de cible, c'est plutôt les 20-35 ans. Voilà. Okay. Mais en soi, c'est large, mais c'est plutôt les 20-35 ans qui... On peut dire que c'est un jeu pour les 9 à 99 ans. Tout à fait, ça marche pour tout le monde. Ouais, théoriquement, ça marche pour tout le monde. Et j'ai vu également, tu parlais justement de cette classe de petite section. Grande section, que tu travaillais également donc, avec les entreprises et avec les écoles. Est-ce que c'est une cible privilégiée? Est-ce que justement, on dit
beaucoup que dans les entreprises, ils devraient faire un petit peu plus pour l'environnement. L'école, c'est également un bon moyen de sensibiliser à ce sujet. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, aujourd'hui, les 2 axes de développement principaux de Ma Petite Planète, c'est à l'école, puis en entreprise. Pourquoi à l'école ? Donc là, on a lancé en novembre 2020 une édition. On pensait avoir 30 classes, on en a eu 70. Et en fait, assez facilement, beaucoup avec du bouche à oreille. Le tout avec zéro budget du moins. Le jeu est gratuit bien sûr pour les écoles. Et en fait, on sent qu'il y a une forte demande et un appel de la part des profs qui cherchent des outils pour sensibiliser les jeunes et les engager et leur faire vivre une expérience. Que quand un jeune vit une expérience de « ok, j'agis pour la planète », c'est beaucoup plus fort que de lui dire. En fait, s'il le fait, il va le retenir beaucoup plus. Et on pense que c'est hyper puissant avec les jeunes parce qu'un jeune qui agit pour la planète, il va en parler à ses parents, il va en parler naturellement beaucoup de lui et ça va l'ancrer potentiellement pour toute sa vie. Donc peut-être si on arrive à faire prendre les bonnes habitudes à ces jeunes-là, toute leur vie seront plus écolos, ce qui aura un impact considérable pour la planète. Et deuxio, les parents sont hyper sensibles en fait, au comportement et aux attentes de leurs enfants. Donc s'ils voient leur enfant qui en fait devient un mini Greta Thunberg ou un petit protecteur de la planète, les parents auront a priori envie de faire des efforts dans ce sens-là aussi, et du coup ça impacte des gens qui ont du pouvoir d'achat, donc ça va être intéressant aussi. Et le deuxième axe de développement, c'est les entreprises. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que on est en train de mettre en place des trucs sympas avec des boîtes, coucou à Doctolib qui nous a fait confiance en janvier avec 500 personnes, donc c'est hyper chouette. Donc combien de ligues vous avez fait comme un championnat avec plusieurs ligues et des montées, des descentes. Il y aura un classement intra-Doctolib et du coup il y aura normalement une petite vingtaine de ligues qui vont se challenger. Et pourquoi c'est hyper puissant ? Parce qu'en fait si on entre guillemets convainc ou si on embarque la bonne interlocutrice en interne d'une relativement grande entreprise, on peut vite sensibiliser du monde. Donc tu vois, ça, en termes de retour sur investissement ou de retour sur temps investi, on aura un passage à l'échelle plus rapide avec les entreprises parce que si on convainc la bonne personne, on peut toucher des centaines voire des milliers de salariés directement. Donc ça c'est la première raison pour le passage à l'échelle, ça me semble être une bonne idée. Et la deuxième raison, de manière hyper transparente, nous on a vocation à avoir un modèle économique viable et les entreprises en fait on répond à un besoin à la fois de team building, de cohésion des équipes, de création de liens et aussi de sensibilisation des collaborateurs, je dirais, aux éco-gestes et à la réduction de l'empreinte carbone et écologique de l'entreprise indirectement. Voilà. Et d'ailleurs, ce sujet, tu penses que ce sont les entreprises qui sont en recherche de ça ou certains collaborateurs qui doivent plutôt pousser les entreprises à aller dans ce sens et donc via MPP, ce serait un bon moyen d'inclure de l'écologie, de l'environnement dans l'entreprise? Écoute, c'est une bonne question, je dirais un peu les deux. En fait, au sein de la plupart des boîtes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un potentiel MPP ambassadeur ou qui ont du moins envie de faire bouger leur entreprise pour la protection de la planète et qui trouvent probablement que leur entreprise ne va pas assez loin dans la démarche. Et donc nous, notre mission, c'est d'aider cette personne à faire le premier pas et créer la première dynamique au sein de l'entreprise autour de l'environnement. Voilà. Et donc notre approche pour les entreprises, c'est de dire, si l'entreprise a des plans très ambitieux de réduction d'empreinte carbone écologique, mais qu'en interne, les salariés n'ont pas compris la hauteur des enjeux ou ne sont pas sensibilisés sur le sujet, il y a peu de chances que ça réussisse. En revanche, nous, on est plutôt là pour faire en sorte que les gens adhèrent au sein des entreprises à ces nouveaux enjeux, à cette nouvelle mission de réaliser la transition écologique de l'entreprise. Voilà. J'ai vu également que dans MPB, donc, tu avais plusieurs thèmes. L'alimentation, la mobilité, les énergies. Est-ce que tu sens qu'il y a un de ces thèmes qui ressort plus que d'autres ? Comment tu ressens justement entre ces différents thèmes ? Écoute, nous, notre objectif, c'est de donner une vue d'ensemble aux citoyens de ce qu'ils peuvent faire pour agir pour la planète. Et donc là, sur la prochaine édition de janvier, il y aura grosso modo 60 défis bonus pour la planète et 20 malus. Et oui, je suis désolé de vous l'annoncer, il y a aussi des choses qu'il faut éviter, donc il y a aussi des malus dans le jeu. Mais grosso modo, il y a 4 fois plus de points en bonus que de malus, donc on est vraiment là pour encourager et donner envie aux gens à passer à l'action, et donc on les récompense via des points. C'est hyper bateau les points, mais c'est un incentive hyper fort, parce que les gens, ça leur parle, c'est hyper limpide, des bonus, des malus. Au niveau des thématiques, donc il y en a quelques autres que tu n'as pas citées. Il y a la biodiversité, il y a le do-it-yourself, il y a tout un aspect éducation, montée en compétences sur le sujet. Alors ça peut être notamment en écoutant des podcasts comme le tien. Il y a ensuite des défis qu'on appelle des défis choix du public, où il y a une petite part
où en fait les gens vont pouvoir choisir pour eux-mêmes les défis sur lesquels ils veulent se challenger. Et puis il y a toujours un défi mythique qui est le défi qui rapporte le plus de points dans MPP et que les gens s'arrachent pour faire et qui est assez difficile, engageant. Pour répondre à ta question, nous de ce qu'on remarque, par exemple, l'alimentation, on voit que c'est hyper central et c'est, je pense, la thématique qui rapporte le plus de points dans MPP. Ok. Et on le voit quand on se renseigne sur les études parce que en fait, l'alimentation, c'est l'un des leviers de réduction de l'empreinte carbone et écologique le plus important chez l'individu. Donc on doit avoir, je sais pas, entre 12 et 15 défis bonus rien que sur l'alimentation. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je sens que c'est aussi un sujet qui fait pas mal débat. Souvent, beaucoup de personnes en discutent. Dans les repas de famille, c'est souvent un sujet de débat. Donc j'imagine que les gens se concentrent beaucoup peut-être pour ça sur ce sujet. Là, pour le coup, l'alimentation, tout le monde le fait naturellement, quoi. Donc ça parle à beaucoup de gens. Là, je pense à un défi qui avait fait beaucoup parler lors de la dernière édition. C'était, on appelait ça le duo pas gagnant. Et c'était chocolat-café. Et donc, on avait proposé à nos MPP players, on les avait challengés sur le défi se passer une semaine de chocolat et de café. En fait, l'idée, c'est pas tant que les gens arrêtent totalement le chocolat et le café, mais c'est qu'en fait, ils prennent conscience de l'empreinte écologique du chocolat et du café, qui ont besoin de beaucoup d'eau pour pousser, qui viennent de loin. Malheureusement, si c'est pas en agriculture raisonnée, il y a souvent pas mal de pesticides dans ces produits, voilà, parce que c'est des pays qui sont peu regardants sur la réglementation. Et donc, les gens prennent conscience de, ok, est-ce que je ferais bien de réduire ou alors de mieux orienter mes choix de consommation, mes choix de produits sur ces thématiques-là. Donc, ça, c'est vrai que c'était un article que j'avais lu où, oui, la production, en tout cas tout le process pour le chocolat en particulier, je crois, à la fin, l'émission de carbone associée était supérieure à certaines viandes, comme le poulet, que le porc. Pas que le bœuf, le bœuf est quand même tout en haut. Exactement. Mais ouais, on s'en doute pas forcément, mais c'est vrai que le chocolat, il faut ne pas trop en abuser. Limiter. Voilà. Donc un peu pour finir là-dessus, un MPP en chiffres, c'est combien d'utilisateurs Tu disais que c'était la 9e édition également. Écoute, donc l'association s'est lancée officiellement en mars 2020. Aujourd'hui, on a eu un petit peu moins de 6000 MPP players, donc des gens qui ont joué à minima une fois MPP. On a eu 370 ligues créées et le métrique principal de Ma Petite Planète, c'est le nombre de défis bonus réalisés pour la planète dans le cadre du jeu. Et donc là, on est à 75 000. Voilà. En sachant que ça fait 9 mois. Nous, on pense pouvoir faire x2 entre chaque édition adulte et x3 ou x4 entre chaque édition scolaire. Voilà. Tout qui est une édition tous les 4 mois, grosso modo. Sachant que ceux qui l'ont déjà fait une fois, généralement, ils reviennent. Écoute, oui. Alors, pas forcément et pas tout le monde, bien sûr, mais oui, il y a des gens qu'on voit d'édition en édition, ça nous fait hyper plaisir. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'un ambassadeur va inviter en moyenne 12 joueurs, et sur ces 12 joueurs, il y en a 2 ou 3 en moyenne qui deviennent ambassadeurs. Et du coup, ça crée des nouveaux cercles qui vont jouer à MPP, et ça fait connaître le jeu assez naturellement. Et donc tes perspectives, plus ou moins, là, dans les prochaines années, ce serait donc d'augmenter, j'imagine, le nombre d'utilisateurs. Est-ce que tu as aussi d'autres visions, d'autres aspects du jeu ? Ouais, alors, en parallèle de l'édition Ma Petite Planète, donc une édition ça dure toujours 3 semaines, on a pour ambition de créer peut-être le plus gros festival de l'écologie de France. C'est-à-dire que on sait qu'on a des gens qui vont être attentifs à l'écologie pendant 3 semaines dans le cadre du jeu pour gagner des points, et donc c'est le bon moment pour leur ouvrir l'esprit sur pas mal d'autres thématiques liées à l'écologie, mais qui sont proposées par des partenaires. Et donc on a des partenaires événementiels qui proposent des fresques du climat, des ateliers do it yourself, des conférences sur telle ou telle thématique pendant les 3 semaines, et ça permet aux gens de monter en compétence et d'agir sur un sujet, mais aussi ça leur permet de gagner des points dans le jeu, ce qui en fait, c'est un cercle vertueux qu'on a réussi à créer. Et le fait d'avoir ces partenaires, et à mon sens on va essayer d'avoir de plus en plus gros et prestigieux entre guillemets partenaires, ça va naturellement faire connaître le jeu. Donc ça, c'est un vrai axe de développement dans le jeu. Voilà, le Woodstock de l'écologie est pour bientôt, on espère. Après le coronavirus, mais... En fait, pour l'instant, de manière transparente, le festival, il est surtout en ligne vu le contexte. Voilà. J'imagine. Mais oui, on a pour vocation de faire des trucs en physique quand c'est possible. Et c'est vrai que la fresque du climat, ils font déjà énormément de choses, quand ils sont bien installés. C'est vrai que c'est un bon partenaire, j'imagine. Yes.
Et je voulais te faire rebondir sur un ancien épisode, une ancienne invitée, Hermine, qui justement parlait des challenges pour devenir plus écologique, d'effectuer des challenges d'1 mois. Par exemple, pendant 1 mois, faire sa lessive soi-même, arrêter la viande pendant 1 mois par exemple. Et ensuite, elle s'apercevait que voilà, on fait ça pendant 1 mois, on observe un peu est-ce que le résultat vaut le coup, et à ce moment-là, garder cette habitude. Est-ce que tu as pu discuter avec certains joueurs qui, après avoir fait les défis, finalement ont gardé les habitudes qu'ils avaient eues pendant ces 3 semaines de défis? Ouais, et c'est hyper important et je comprends bien pourquoi Hermine elle fait ça sur 1 mois. Alors nous on pense 3 semaines, on pense que c'est bien. 1 mois, je trouve que c'est un petit peu long et l'enjeu c'est de garder les gens motivés sur la durée. Mais il y a un autre enjeu, c'est que si c'est trop court, les gens vont pas ancrer leur expérimentation en habitude. Et du coup, 3 semaines, ça nous semble être le bon ratio. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à ta question, oui, en fait, des gens qui ont changé leur habitude grâce à MPP, c'est, je dirais même, la plupart des MPP players. On fait des formulaires retour sur expérience à la fin. Et à la question, est-ce que tu dirais que MPP t'a fait agir plus que d'habitude pour l'environnement? Là, on a entre 90% de oui. Et après, on demande quelles habitudes les gens ont changé. Et les réponses qu'on a, c'est type j'ai repensé mon rapport à la consommation, je fais beaucoup plus attention à l'usage du plastique. Alors, je suis devenu végétarien, il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer, parce que il y a l'impact écologique de la cigarette qui n'est pas négligeable. Pour certains de mes auditeurs, la cigarette, c'est pas écolo. Voilà, le message est passé, je suis désolé, mais c'est pour le bien de la planète. Et donc, on en a pas mal. Et là, c'est très marrant parce qu'il y a un joueur, je vois très bien l'impact que ça a eu. C'est un joueur très compétitif, il s'appelle Santiago. Il a fini dans la ligue qui a terminé. Très marrant parce que ça s'appelait d'ailleurs la ligue du saucisson. Lui, c'était un viandard, voilà, c'était un gros viandard. Et lui, pour le challenge, il s'est entre guillemets arraché pour faire sa première semaine végétarienne. C'était hyper dur pour lui parce qu'il mangeait de la viande 1 à 2 fois par jour. Ah oui, okay. Et, à chaque repas. À chaque repas. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment réagi au levier, challenge, compétition. Et donc, c'est sur ces gens-là qu'on a, à mon avis, le plus gros impact. Et que, voilà, on sait que le jeu parle naturellement aux gens qui aiment la compète, ils vont se challenger. Et là, il nous a en effet dit qu'il avait, alors il n'a pas arrêté, mais il a beaucoup réduit sa consommation de viande, par exemple. Et toi, personnellement, avec ce projet, est-ce que tu as suivi une réduction de déchets ou moins de viande? Écoute, moi ça fait 2 ans, je pense que je me renseigne beaucoup sur le sujet, je pense être pas mal monté en compétences et je comprends mieux les phénomènes macro derrière le changement climatique. Et donc ça me paraît hyper important de me mettre en cohérence dans la mesure du possible sur le sujet. Donc je suis presque végétarien en fait, et ça c'est un conseil que j'invite les gens à expérimenter, c'est en fait moi je mange encore de la viande entre guillemets quand il y en a, mais je fais jamais la démarche d'en acheter. Donc c'est-à-dire si vous allez dans un dîner chez vos amis et qu'ils ont déjà préparé de la viande, là j'en mange par exemple. Mais je fais jamais la démarche moi-même de cuisiner de la viande pour les autres ou d'acheter à titre perso un sandwich, etc. Donc au niveau végétarien, ça j'ai beaucoup progressé. Plastique, je trouve que devenir 0 déchet, j'en suis encore honnêtement assez loin. Après, je trouve toujours, si possible, des alternatives au plastique. Je préfère le carton, le craft, etc. De temps en temps, je fais mes propres courses en vrac, contenants, etc. Je suis un grand fan de vélo. Voilà, vous me voyez souvent à Paris avec mon casque jaune et j'adore me balader à vélo. Donc je prends très peu la voiture. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion et sauf exception, j'éviterai à tout prix de prendre l'avion. Je suis un grand fan de stop et je pense à François qui nous avait raconté son voyage en stop. Et voilà, je pense que c'est une super école. Tu as fait du bateau stop déjà ou pas? Pas encore, ça pourrait être un prochain challenge MPP. C'est une excellente idée, merci. Ok. Ouais, c'est vrai que même, je pense également par rapport à Café Vert, depuis que j'ai lancé ce podcast, sans forcément devenir 100% écolo, parce que c'est impossible, on va dire, surtout dans une ville comme Paris. On y pense beaucoup plus souvent, je trouve. Et ça nous permet d'être nous-mêmes. Finalement, on aide les autres et on aide nous-mêmes en parallèle à devenir plus respectueux de l'environnement.
Exactement. Et à travers la mise en place et de l'animation de ces 8 éditions Ma Petite Planète, en fait, il y a plein de choses au fil de l'eau qu'on intériorise. Et voilà, ce qui me paraissait très compliqué il y a un an et demi, aujourd'hui me paraît évident et simple à réaliser pour la plupart. Après, oui, en effet, l'écologie, il y a toujours des trucs où il faut être parfois un petit peu plus organisé ou anticiper un petit peu plus. Mais c'est facile, très facile de faire des choses qui ne sont ni coûteuses, ni consommatrices en temps pour démarrer, à mon sens. Ok. Et donc, pour terminer là-dessus, donc je vais annoncer que via Café Vert, on va lancer également une ligue MPP. Génial. Normalement, ça peut se faire. En tout cas, on va en discuter justement et créer une ligue Café Vert avec vous, auditeurs. Si vous souhaitez y participer, vous êtes invités à en parler avec moi pour être ajouté à cette ligue et permettre d'agir pour l'environnement. Très cool, et donc Christophe sera l'ambassadeur de votre ligue. Ce sera l'occasion de rencontrer d'autres gens sympas, j'imagine, autour du podcast et du projet Ma Petite Planète. Et on va passer à la dernière partie de ce podcast, donc les écolotips. 4 questions courtes, 4 réponses courtes sur les 3 thèmes de ce podcast et une 4e question sur les documents culturels liés à l'écologie. Donc première question, est-ce que tu as une recette végétarienne que tu prépares toi-même, que tu aimes, et d'ailleurs qui peut aider à toute personne pour un défi écologique Yes, écoute, et en plus là c'est de saison, moi je conseille la fondue de poireaux, hyper simple, crème fraîche, poireaux, un peu de fromage éventuellement, un petit peu d'épices, et c'est un super plat d'hiver et c'est délicieux et sans viande. Voilà. Pour se réchauffer le soir d'hiver. Exactement. Une zone en France, une ville en France ou à l'étranger mais accessible en train que tu conseilles ou tu aimes bien aller? Écoute, j'ai découvert en juin dernier la Picardie, pas loin de Paris, grâce à un festival à vélo qui s'appelle la Madjack. Je sais pas si je ne connais pas du tout. En quoi ça consiste? La Madjack, c'est un festival autour du vélo et tous les jours, alors ça dure 3 jours et on part de Paris à vélo et on se rend dans des coins incroyables de Picardie. On ne penserait pas, c'est vrai qu'on a beaucoup l'image de la Picardie, des champs et rien d'autre. Si, il y a des super châteaux en Picardie qui sont accessibles à 70-80 km de Paris, donc allez-y. Voilà, donc j'ai découvert cette région et sinon faire du stop un peu à droite à gauche. Je pense que c'est un bon moyen pour voyager et découvrir la France. Une astuce zéro déchet que tu appliques ou que tu aimerais appliquer dans ta vie de tous les jours? Alors, du coup, moi, le réflexe zéro déchet, encore une fois, ça demande une certaine organisation, un certain niveau. C'est vrai. Moi, le conseil que j'aurais à donner aux auditeurs, c'est si vous allez au supermarché, regardez tous les produits qui sont sans plastique. Parce que le plastique est loin d'être pire que du carton, du craft, etc. Donc, si possible, prenez ces alternatives. Et peut-être un autre tip, c'est vous faire un gros plat dans la semaine, un truc que vous aimez bien, et ensuite prenez des Tupperware. Ça vous évitera d'acheter plein d'emballages plastiques pour finalement... acheter les produits en gros, c'est ça? Ouais. Achetez les produits exactement en gros, cuisinez si possible et ensuite mettez dans des Tupperware pour le reste de la semaine un plat que vous aimez bien. C'est important parce que vous allez le manger plusieurs fois. Et si le plat est végétarien, c'est encore mieux. Exactement. Et un document culturel, livre, film sur l'environnement, l'écologie que tu conseilles à toute personne qui voudrait se renseigner sur le sujet? Écoute, moi ou un événement. Ouais, très bien. Le dernier livre qui m'a beaucoup plu sur l'écologie, c'était Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Voilà. Okay. Alors c'est très marrant, mais mon surnom dans la team MPP, c'est le Cyril Dion de l'animation et la coordination d'éthique. J'ai ce surnom incroyable, donc merci Cyril si tu nous entends. Et non, j'ai trouvé ça hyper bien, et c'est sur l'importance de créer des nouveaux récits de société pour rendre finalement la transition écologique souhaitable en plus d'être viable. C'est-à-dire que si les gens, on les embarque pas derrière un projet qui donne envie, on va pas réussir. Et c'est aussi pour ça qu'on fait Ma Petite Planète. C'est parce que nous, notre objectif, c'est de rendre l'écologie et la sobriété sexy, en fait. Si les gens voient tout comme une contrainte, on va pas réussir à les embarquer, ça va pas marcher. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui parle de comment embarquer une société dans un projet écologique. Et peut-être, là plus récemment, j'ai découvert un auteur et un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le lien entre la nature et l'homme, et sur finalement le fait que
c'est un peu une construction d'esprit d'avoir créé ce truc qui s'appelle la culture, quand en fait l'homme est directement relié à la nature et intrinsèquement un être naturel parmi tant d'autres. Et voilà, et c'est un sujet philosophique, ça. Est-ce que l'homme est un être de culture ou de nature ? Exactement. C'est un super débat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, dans l'imaginaire collectif, les êtres humains se voient très différents en fait des animaux, alors que probablement qu'on n'est pas si différent d'un animal qui a peut-être un petit peu évolué. Et lui, son grand truc, c'est comment renouer avec le vivant. Et donc, c'est pour ça que dans Ma Petite Planète, il y a aussi pas mal de défis sur... il y a un défi, c'est s'émerveiller devant Mère Nature. Prendre en photo un paysage incroyable ou un animal. Ça peut être un moustique, ça peut être une mouche, ça peut être une araignée, mais en fait, s'émerveiller de ces créatures qui font que en fait, on n'est pas seul sur Terre et le tout est relié à travers un super écosystème qui s'appelle Dame Nature. Voilà. Top. Et juste pour compléter ce que tu dis, pour Cyril Dion, si vous ne l'avez toujours pas vu, également regardez le film Demain. Je veux dire, pour moi, c'est une référence, un classique à regarder au moins une fois. Exactement, c'est l'incontournable de ceux qui veulent transiter. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Merci Clément. Est-ce que tu as peut-être un petit message, quelque chose pour conclure cet épisode ? Écoute, merci Christophe. Et en vrai, je vous attends nombreux sur la ligne de départ du 25 janvier 2021. Alors, pourquoi pas dans la ligue de Christophe autour du podcast, mais sinon n'hésitez pas aussi à créer une ligue avec vos amis, vos familles ou votre collègue en entreprise. Vous êtes plus que les bienvenus et je pense, le pari c'est que ça soit, en plus d'être instructif, que vous viviez un moment sympa et drôle. Voilà. Le message est passé et moi aussi je vous attends tous très vite du coup sur MPP et également je pense qu'on fera beaucoup de communication aussi autour pendant la saison sur les réseaux. Donc ça va arriver très vite. Salut Clément. Super, salut Christophe. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux, Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.